Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais vraiment pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 75. Drôle de coïncidence. Le meurtre des enfants de Clodomir est souvent considéré comme l'outrage ultime, marqueur de la sauvagerie congénitale des rois mérovingiens, capables d'exécuter des enfants pour s'éviter le moindre risque de concurrence. Mais n'oublions jamais que c'est Grégoire le moralisateur qui raconte. Et nous le savons maintenant, il aime bien en rajouter pour renforcer le message. Du genre, les saints-évêques sont très gentils, et si les rois les écoutaient un peu mieux à la messe, ça serait tellement mieux dans le regnum, ou un truc du genre. D'ailleurs, c'est pas faux, comme le dira Perceval le Gallois un peu plus tard. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ? Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Mais probablement un tantinet caricatural. Donc il faut être prudent en qualifiant les Mérovingiens de gros sauvages sur la base de ce simple crime politique qui n'est en rien leur spécialité dans l'histoire. Un crime qui prouve surtout qu'ils sont tout autant les dignes héritiers de l'Empire romain que de leurs ancêtres d'Outre-Rhin ou de Jack Bauer dans 24 heures chrono. Ceci dit, une fois qu'ils ont fait place nette et que Théodoric le Grand a eu les bonnes idées de tirer sa révérence au même moment en Italie, j'imagine qu'il est temps pour les Francs de se relancer dans l'aventure. Est-ce que la mise à mort des enfants royaux a choqué les Francs du VIe siècle ? Probablement. C'est le contraire qui serait étonnant. D'abord, rien ne peut nous laisser penser que l'assassinat de sang-froid d'enfants hors contexte de guerre passe comme une lettre à la poste dans la société de l'époque. Parce que si le Haut Moyen-Âge est sans aucun doute une période bien différente de la nôtre, les gens y aiment probablement autant les enfants qu'aujourd'hui. Et personne n'apprécie spontanément la cruauté gratuite, quelle que soit la culture et l'époque. Et puis, c'est une période où les liens familiaux sont pris très au sérieux, avec ou sans hype germanique pour l'expliquer. Il est donc douteux que d'assassiner de sang-froid ses propres parents soit culturellement bien vu et considéré comme tout à fait normal. Et ça, c'est sans parler de la diffusion large du christianisme dans la société. Quelle que soit l'interprétation qu'on pouvait faire du message des évangiles au VIe siècle, un tel acte ne peut que révulser la société, malgré sa justification politique. La pratique d'ailleurs, sans disparaître totalement à l'avenir, va tout de même se raréfier durant le Moyen-Âge, preuve que culturellement, l'idée devenait vraiment inacceptable. Et pire encore, dans le cas particulier des Petits Princes, il est inimaginable qu'on ait pu exécuter 2 des descendants du grand roi chrétien, dont le sang magique coule dans les veines, sans que cela marque un minimum les esprits. Grégoire nous décrit d'ailleurs Crodeschild dévasté par cette exécution, malgré sa soi-disant approbation à chaud du meurtre. Du fait de la perte de ses petits-enfants, comme à cause de la fin de sa carrière politique si on veut être un peu cynique, c'est une femme éplorée qui va conduire le cortège et qui va enterrer les corps des 2 gamins près du grand-père, sur la montagne Sainte-Geneviève. Une autre preuve que ce meurtre n'est pas juste une péripétie sans importance à l'époque. Mais, malgré la probable réprobation générale, malgré le dégoût attendu des contemporains comme de notre chroniqueur préféré l'évêque de Tours, le plus probable est que personne n'a dû trop moufter à ce moment-là. Pas de révolte, pas de crise majeure, pas de perte de soutien des aristocrates ou des évêques qui se manifesteraient. Le scandale a fait pchit si on regarde factuellement, vu que tous les rois reprennent tranquillement leur place et que Sainte Crodeschild part en pré-retraite religieuse après l'enterrement des enfants. Un peu cruel, n'est-ce pas ? À mon avis, c'est probablement parce que le choix de Childebert et de Clotacar a dû simplement paraître acceptable pour les véritables supporters des rois.
leurs leudes. Des hommes qui ont dû analyser l'action des deux frères pour ce qu'elle était dans le fond. Un choix rationnel et réaliste, à défaut d'être plaisant. Non seulement parce que ça les favorisait directement en tant que principaux bénéficiaires de la richesse du royaume d'Orléans, mais aussi parce que ça évitait à terme des guerres civiles et autres disputes destructrices, avec trop de princes et pas assez de place de roi. Une tâche pénible mais nécessaire qui devait être faite. Et qu'ils ont fait. Et quelque part, tout ce qu'on attend d'un chef si on veut verser dans la provocation. Les rois vont donc mettre en place, dès la mise à mort des enfants, une réorganisation efficace du regnum francorum à Troyes. Et oui, à Troyes, car quoi qu'en dise Grégoire, Théodoric Ier le Fourbe a apparemment réussi à bénéficier de l'opération, et donc a dû à minima donner sa bénédiction à l'affaire. Le roi de Reims n'aura sans doute jamais autant mérité son qualificatif de fourbe, en bénéficiant à fond d'une atrocité qui ne l'a pas éclaboussé personnellement. Ou alors, qu'étant leur neveu, à eux, c'était à Clotacar et à Childebert que de régler le problème dans la culture politique de l'époque. Les trois frères vont donc redécouper le gâteau du royaume d'Orléans en se répartissant les cités de manière plus ou moins équitable autant qu'on puisse le reconstituer. Mais pas n'importe comment, bien sûr, en gardant la même logique d'équilibre fiscal et de continuité territoriale initiée en 511. En gros, on reprend les principes valables à 4 du compromis politique et on le met à jour pour un nouveau partage à 3. Théodoric obtient donc Sens, Auxerre, Troyes et peut-être même Bourges et unifie par conséquent son royaume en rattachant ses cités auvergnates à son territoire de l'Est. Childebert, lui, récupère les cités d'Orléans et de Chartres qu'il adjoint à son royaume de Paris. Quant à Clotacar le Futé, il prend Tours et Poitiers qu'il connecte avec ses territoires aquitains du Limousin moderne, comme Angoulême ou Périgueux, qui lui appartenaient déjà pour former une bonne province atlantique, dirions-nous. En réalité, on touche là à l'essence même de l'organisation totalement unique du monde mérovingien. Le regnum est formé de grandes régions distinctes mais unies. C'est ça l'important. Pas antagonistes, mais complémentaires. Des parts de royaumes où les cités regroupées de manière dynamique sous l'égide de quelques descendants de Clovis dans des entités aux géométries variables selon la disponibilité des héritiers biologiques, mais toujours avec une forme de cohérence géographique. Alors oui, les rois continuent à se concurrencer individuellement pour agrandir leur pouvoir et pour satisfaire leurs leudes, allant même jusqu'à utiliser le meurtre pour s'éviter trop de concurrence. Mais en tant que dirigeants de leur part du royaume, ils sont des alliés qui ne s'attaquent mutuellement que très rarement. Agathias, le chroniqueur byzantin de la fin du VIe siècle, décrit d'ailleurs cela très bien, peut-être de manière un peu trop optimiste, mais pas forcément fausse si on regarde le royaume sur une période longue. Je le cite. « Quoique, dans les siècles passés, le royaume ait été plusieurs fois partagé en 3 princes ou même entre plus de 3, ils ne se sont jamais souillés d'aucune guerre civile et ils n'ont point appris à tremper leurs mains dans le sang de leurs concitoyens. » C'est vrai que ce qui donne l'impression d'être un joyeux bazar vu du XXIe siècle n'est peut-être en réalité qu'une méthode, plus ou moins consciente, d'organisation du royaume. Un assemblage agile qui se fait et se défait sans recourir à la baston générale. L'important, c'est de garder la cohésion de l'ensemble autour d'un noyau restreint de descendants de Clovis, pilotant chacun leur part de royaume indépendant, mais en paix relative les uns avec les autres. Des territoires où la règle est de toute façon la grande autonomie des cités, pilotées par les notables locaux qui doivent juste payer leurs taxes et obéir aux ordres venus d'un roi aux cheveux longs, surfeur de petites vagues, ou d'un autre. Le nom importe peu. Chez les Francs peut-être, mais chez leurs voisins, c'est moins sûr. Parce que, pour Agathias, la paix relative que les Francs arrivent à conserver présente un avantage colossal pour ce peuple, et je le cite à nouveau. Elles en rendent le gouvernement heureux à ces peuples, et la puissance redoutable à ses ennemis. Une belle manière de dire que le potentiel offensif des Francs se mobilise surtout pour massacrer des ennemis hors des frontières, puisqu'il y a toujours des leudes à satisfaire, et pas qu'avec de belles paroles à propos de l'unité du regnum. Et des ennemis, on en trouve tout à coup disponibles fin des années 20 à la mort de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths qui n'a pas de successeur pour contrôler la totalité de son empire, mais seulement de jeunes petits-fils
par l'intermédiaire de ses filles. L'Espagne visigothique reprend donc immédiatement son indépendance sous l'égide de son premier petit enfant, le prince Amalric, l'époux de Crodéchile de la Jeune. Et en Italie, c'est une autre de ses filles, nièce de Clovis en l'occurrence par sa sœur Odoflède qui a épousé le grand roi en 493, qui prend la régence à Ravenne en attendant que son dernier petit-fils soit en âge de gouverner. Un renversement de situation donc, qui ouvre pas mal d'opportunités pour nos rois francs, puisque tout le monde évidemment réalise que le parapluie défensif ostrogoth vient de se désintégrer. Et figurez-vous que, coïncidence à n'en pas douter, c'est là que Théodoric le Fourbe se décide tout à coup de se mêler des affaires de Thuringe, justement au moment où le grand roi des Ostrogoths vient de passer de vie à trépas. Une sacrée coïncidence, c'est sûr. Et justement, je me disais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas castagné un peu sur le Rhin. Va-t-il y avoir du sport et du nouveau à l'Est? Et la Thuringe, c'est bien ce royaume dont tu n'as pas arrêté de nous bassiner? Le fameux royaume de la grand-mère de Théodoric le Fourbe? Celui de la reine Bassine, qui a quitté sa terre natale et son vieux mari pour le hippie sexy boy Childéric dans les années 60? Oui, enfin peut-être comme on l'a dit, l'histoire de l'exil de Childéric était tellement abracadabrante qu'on n'en sait à peu près rien en réalité. Donc il est bien possible, seulement possible, que le royaume thuringien, qui revient dans le radar des Francs, est le territoire d'une partie de leurs ancêtres germaniques et de leurs lointains cousins. Enfin, même si c'est le cas, ça ne constitue sûrement pas une garantie de sécurité pour eux, vu comme Clovis a traité les Sigebert le Poiteux et les autres cousins. Et comme d'habitude, ne cherchez pas les Thuringiens chez Tacite. La tribu thuringienne s'est probablement formée elle aussi au IIIe ou au IVe siècle par la fusion de divers groupes germaniques, se mélangeant au cœur de l'Allemagne moderne pour former une nouvelle confédération. Au début du Ve siècle, les Thuringiens sont passés sous la domination des Huns lors de la grande phase d'expansion de leur empire, au point que des contingents de ce peuple ont servi le roi Attila au champ catalonique. Puis ces hommes se sont libérés de leur tutelle dans les années 450 pour former à partir de là un nouveau royaume germanique puissant, centré sur le land de Thuringe moderne. Ces hommes vont se faire connaître progressivement au contact avec les Francs, en tout cas à la fin du Ve, d'abord en affrontant Clovis au début des années 90, qui gagne apparemment une première guerre contre eux et met un coup d'arrêt à leur expansion vers l'ouest. La guerre des années 90, dont on vous a parlé mais dont on ne sait quasiment rien, n'a pas pu être une guerre totale d'ailleurs, mais plutôt un affrontement limité, où les Francs rhénans et les Saliens ont réussi à prendre pied rive droite du Rhin, autour de la Westphalie moderne et à fixer une frontière avec les Thuringiens. Mais une première guerre qui a sans doute sonné l'alerte chez ces Germains devant l'expansionnisme débridé de Clovis et de ses hommes et qui appelle des mesures de sécurité plus radicales. Au début du VIe siècle, le roi de Thuringe s'est donc arrangé avec Théodoric le Grand et a obtenu, en gage d'alliance, que son fils aîné Hermanfrid épouse sa nièce, une Ostrogoth du doux nom d'Amalberga. Un mariage politique qui place la Thuringe dans la galaxie ostrogothique et lui a assuré pendant des décennies la protection du grand roi. Procope, le fameux chroniqueur byzantin ami des forces de l'ordre, précise d'ailleurs que l'alliance conclue entre les Ostrogoths et les Thuringiens, via le mariage, a été spécifiquement dirigée contre les Francs, histoire de les protéger contre serial annexeurs. On dirait un peu le pacte de Varsovie avant l'heure. Une histoire de grande alliance des pays de l'Est pour se protéger de l'impérialisme occidental. Est-ce un peu l'esprit ou suis-je dans l'anachronisme total, Xavier? Mais bon, l'alliance ostrogoth plus thuringien, c'est comme toutes les alliances, ça ne dure qu'un temps. Et en 526, après la mort de Théodoric, les Thuringiens ne se retrouvent-ils pas au point de départ, seuls? Alors, encore une fois, il est difficile de savoir précisément la chronologie exacte des opérations, comme le rôle de chaque participant, tellement la version que nous sert Grégoire est confuse et teintée de ses propres préjugés. Car évidemment, et personne ne va être surpris, tout le blâme de ce qui va se passer entre Francs et Thuringiens retombe naturellement sur Amalberga, la méchante reine ostrogothique. Et quand on dit évidemment, ce n'est pas qu'une figure de style, puisque vous l'avez compris, avec Grégoire, il n'existe dans le fond que deux types de femmes. D'un côté, les dames de haute valeur,
qui doivent répondre obligatoirement à 3 critères. Être noble, être chrétienne nicéenne et n'avoir aucune ambition politique personnelle. C'est la condition sine qua non pour être une belle personne chez l'évêque de Tours, et normalement, le combo des 3 paramètres ne peut accoucher que d'une princesse sublime, sage et vertueuse comme Sainte Crodéchilde. Même si dans ce cas-là, on peut soupçonner Grégoire d'avoir minoré à dessein son rôle politique pour que sa grille de lecture de la femme parfaite au haut Moyen-Âge fonctionne. Inversement, dans les écrits de l'évêque, toutes les femmes qui ne cochent pas parfaitement ces 3 cases précises vont recevoir un traitement spécial, qu'on peut résumer par un assassinat en règle. Et dans le cas atroce d'une femme ne cochant qu'une seule des 3 cases, comme la nouvelle femme de Sigismond par exemple, qui n'était qu'une immonde servante, dévorée par l'ambition, et qui a poussé le roi des Burgondes à faire étrangler son propre fils aîné, là on bascule automatiquement dans la catégorie garce, pour employer un mot poli. On aura l'occasion d'en reparler, mais cette grille de lecture marche dans à peu près 100% des cas chez Grégoire. Donc ne perdez pas ça de vue au fur et à mesure qu'on va introduire des personnages féminins. Quoi qu'il en soit, à suivre le bon évêque, Amalberga, nièce du grand roi des Ostrogoths, se distingue assez tôt par une sacrée trempe et semble être la véritable tête pensante du couple princier qu'elle forme avec Ermenfrid. Une femme qui a clairement hérité de l'ambition monstrueuse de son oncle Théodoric et qui est restée probablement une chrétienne arienne en rejoignant un royaume encore païen. Je vous laisse donc faire le calcul mental rapide du nombre de cases que cette femme ne coche pas avec Grégoire. Personne ne sera donc surpris d'apprendre que c'est par elle, après son mariage avec le fils aîné du roi, que tout va se détraquer chez les Thuringiens. Car dans les années 10 ou 20, à la mort du père en tout cas, les 3 fils, qui se nomment donc Ermenfrid, suivis de Badéric et Berthachar, se partagent le royaume de Thuringe. En effet, mais le partage va très vite mal tourner. Plus à la sauce bourguignonne qu'à la sauce franque, si vous voyez ce que je veux dire. Au lieu de s'unir pour aller chercher des noix aux voisins, ils vont commencer à s'entre-déchirer les uns les autres. Alors là encore, les dates sont très discutables. Certains auteurs, comme Grégoire, vont mettre le début des problèmes à la fin des années 10. Et d'autres, plutôt à la fin des années 20. Mais apparemment, il y a quelque chose de pourri au royaume de Thuringe. En effet, rien ne va entre les 3 frères. Et c'est Ermenfrid qui va déclencher les hostilités. Il se débarrasse dans un premier temps de Berthachar, après une première guerre civile qu'il remporte, et il récupère à sa cour ses neveux et nièces qu'il va élever lui-même, notamment une jeune princesse nommée Radegunt, dont on va reparler, alors retenez bien son nom. Une fois le premier frère éliminé, une paix fragile s'installe donc entre les 2 survivants, Ermenfrid et Badéric. Or, dans une scène classique racontée par Grégoire, tout va basculer un jour lorsque le roi seigneur de Thuringe trouve en rentrant dans sa demeure la table de banquet mise avec seulement la moitié de son couvert par sa méchante femme, la terrible Amalberga. Dans une culture germanique où le rôle de l'épouse est de gérer la table et le ravitaillement, c'est évidemment le genre d'événement qui ne passe pas inaperçu et qui contient forcément un gros message. Et pour le coup, celui-ci est assez clair pour Ermenfrid puisque Amalberga lui crache au visage une diatribe bien humiliante qui se conclut ainsi, et je cite Grégoire, « Il convient que celui qui se contente de la moitié d'un royaume ait la moitié de sa table vide. » Est-ce que l'incitation criminelle de sa femme était vraiment nécessaire pour pousser le roi des Thuringiens à la guerre contre son frère, lui qui en avait déjà exterminé un et avait probablement des leudes et autres guerriers à satisfaire avec une prise de contrôle totale de l'héritage du père? Honnêtement, on a le droit d'en douter. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'on apprend que notre homme, ne voulant pas se lancer dans une guerre civile trop risquée contre son cadet, fait appel à Théodoric le Fourbe avec une proposition simple. En échange de l'aide du royaume de Reims pour vaincre son petit frère Badéric dans la guerre civile qu'il s'apprête à lancer, Ermenfrid promet au roi des Francs la moitié de son royaume. Alors, c'est une figure de style à n'en pas douter, mais qui veut probablement dire un beau morceau du territoire thuringien. Ce qui ne peut qu'intéresser le Fourbe si on lui promet une bonne part du land de Hesse moderne par exemple, là où se situe la ville moderne de Francfort, ce qui agrandirait joliment son déjà énorme royaume de Reims. Théodoric,
trop heureux de se rendre utile, va donc venir prêter main forte à Hermanfried. Les deux écrasent l'armée du cadet et passent Badéric par les armes. Une victoire complète pour le grand frère Hermanfried et sa méchante femme, qui se retrouvent finalement seul souverain de Thuringe à la fin des années 20, en ayant éliminé successivement les deux petits frères. Une belle victoire qui, malheureusement pour lui fait prendre la grosse tête. Sans doute probablement poussé par sa méchante femme, pour rester dans la veine de Grégoire, le roi unique de Thuringe prend la décision funeste de ne pas honorer sa part de contrat et renvoie Théodoric le Fourbe les mains vides dans son royaume. Un sale coup que laisse passer Théodoric à ce moment-là, mais qu'il jure de venger un jour. Alors il y a bien eu des guerres civiles en Thuringe dans les années 20, d'où Hermanfried va émerger vainqueur, ça c'est sûr. Tout le reste est vraiment plus discutable. Car il y a vraiment trop de belles coïncidences dans la présentation que donne Grégoire. Hyper tendancieuse, bien sûr, avec que des bonnes excuses pour les Francs de venir s'en mêler. La méchante femme, la parole donnée trahie. Tout ça est bien trop commode. Si on est 100% réaliste et qu'on en reste aux interprétations modernes des historiens qui mettent le déclenchement du conflit autour des années 20, il y a quand même une lecture alternative de l'histoire. Théodoric le Grand est mort. Il n'y a plus personne pour défendre les Thuringiens. Et là, paf, comme par hasard, les Francs se trouvent une excuse pour attaquer. C'est une vue un peu plus cynique de la situation. Mais bon, difficile de ne pas la juger plus probable. Quels que soient les ressorts précis de la dispute entre Francs et Thuringiens, nés ou pas lors de l'élimination des deux frères de Hermanfried, la vérité, c'est que l'occasion pour une vaste campagne offensive pour les Francs se présente clairement autour de 526-530. Et c'est donc là que Théodoric le Fourbe entraîne son petit frère Clotacar le Futé pour une campagne militaire outre-Rhin, à l'assaut du royaume des Thuringiens. Ce qui est assez logique quand on y réfléchit, puisque les terres de Clotacar sont aussi à proximité. Son royaume de Soissons couvre probablement toute la Belgique et une bonne partie des Pays-Bas. Et si son territoire n'est pas forcément strictement frontalier du royaume de Thuringe, il est assez proche pour avoir envie de s'en mêler. D'ailleurs, dans son texte, Grégoire lâche tout de même une noisette de vérité au sujet de Clotacar, que décidément il n'aimait pas beaucoup, en affirmant que c'est seulement en lui promettant du butin que le Fourbe entraîne son petit frère dans l'aventure. Mais comme il faut toujours sauver les apparences, quand il s'agit des bonnes raisons des Francs d'attaquer leurs voisins, le même Grégoire va prêter un discours fleuve à Théodoric pour haranguer ses troupes contre la perfidie des Thuringiens. Le roi des Francs se met à nous citer une liste de crimes longue comme le bras de toutes les atrocités que les Thuringiens auraient commises contre eux lors d'une attaque précédente. Torture d'enfants, écartèlement de jeunes filles sur lesquelles on fait rouler des chariots pour leur faire éclater les os et autres horreurs raffinées que Grégoire adore détailler. Et à mon avis, il a aussi probablement dû affirmer qu'il mangeait les chats et les chiens de leurs voisins, ou un truc du genre. Mais le petit problème de cette belle description, c'est qu'elle sort un peu de nulle part. Car on n'a aucune mention chez Grégoire ou dans une quelconque autre chronique d'une attaque des Thuringiens sur le Regnum durant les dernières décennies. Aucun rapport depuis Clovis, 40 ans plus tôt, d'un conflit ou de massacre perpétré par les Thuringiens. Cette accusation sort littéralement du casque de Théodoric pour justifier son invasion. Et cerise sur le Kouгol thuringien, tous ces soi-disant crimes immondes qu'on dégaine opportunément à ce moment-là ne l'avaient sûrement pas empêché, toujours selon Grégoire, de venir aider Hermanfried quelques années plus tôt à tuer son frère Badéric lorsqu'il lui avait promis une part du gâteau. Mais quoi qu'il en soit, c'est armé de cette belle justification qu'il conclut par le trop classique, et je cite, « Nous avons le droit de notre côté, marchons contre eux avec l'aide de Dieu », que Théodoric et son cher frère Clotacar mettent en marche leur armée et s'attaquent au cœur du royaume thuringien. Oui, ça sent bien la grosse excuse en carton-pâte, cette histoire. Soit que Théodoric l'ait utilisée, soit que Grégoire lui prête ses mots. Avec évidemment le soutien unanime de l'armée. 100% prête à partir venger les crimes odieux des Thuringiens dont personne n'avait jamais entendu parler jusque-là, mais dont la culpabilité en tant qu'affreux païen ne fait aucun doute. Oui, évidemment, l'évêque ne mentionne pas les promesses d'enrichissement que laisse entrevoir une telle entreprise. Comme d'habitude et de tout temps, on sort des arguments moraux. Et tout devient plus facile à défendre qu'un simple « allons tout cramer chez eux et piquer leur truc ». Mais on a quand même le droit de trouver tout ça
La campagne des Cousu de Francs fil va blanc. être rondement menée. Théodoric le Fourbe, son petit frère Clotacar et son fils Théodebert, le pourfendeur des pseudo-vikings, foncent en plein cœur du territoire thuringien et rencontrent l'armée d'Ermanfrid pas loin de la rivière Unstrut, un affluent de la Saale qui coule près de la ville moderne de Erfurt, en ex-Allemagne de l'Est. Est-ce que les Thuringiens se savent surclasser tactiquement ou en infériorité numérique? Difficile à dire, mais on nous rapporte qu'ils ont mis une défense ingénieuse en place, une que vous avez déjà dû voir dans une bonne demi-douzaine de films au moins. Les hommes de l'Est ont creusé d'immenses fossés, recouverts de végétation pour constituer des pièges à même de faire chuter la cavalerie franque. Une bonne astuce, pas tout à fait originale, mais qui démontre clairement que les Thuringiens ont décidé de laisser venir les Francs et de les frapper sur leur terrain quand ils se lanceront à l'assaut et idéalement après avoir brisé leur charge de cavalerie. L'astuce va marcher. Enfin, presque. Grégoire raconte qu'effectivement, un grand nombre de cavaliers francs vont tomber dans les fosses et que l'attaque de Théodoric va s'en trouver paralysée un petit moment. Mais insuffisamment apparemment, vu que les Francs sont capables de contourner l'obstacle et de se lancer dans un grand carnage des Thuringiens. Un carnage qui tourne à la catastrophe pour eux, puisque leur roi finit par prendre peur, abandonne le champ de bataille et déclenche la panique générale chez ses propres troupes. À la fin de la journée, l'armée des Thuringiens est soi-disant anéantie, ces hommes massacrés sur les bords de la rivière, au point que Grégoire nous déclare, avec sans doute un peu d'exagération, que le nombre de morts est tel qu'on en fait un véritable pont pour traverser la rivière. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais il manque la touche finale une fois la menace militaire détruite. Car pour compléter la soumission totale du pays, Théodoric doit négocier la reddition du roi et de sa famille, afin de s'emparer complètement du pouvoir et éliminer toute forme d'opposition. Une reddition que notre roi va obtenir quelques semaines plus tard, en promettant à son opposant la vie sauve. Ermanfrid et une partie de sa famille acceptent ce compromis et se constituent prisonniers, tandis que Amalberga, elle, plus maligne que son mari, arrive à s'enfuir de son côté à Byzance avec son fils. Le roi des Thuringiens, vaincu, part donc en résidence surveillée dans la forteresse de Zulpich, à une vingtaine de kilomètres de Cologne. Alors que d'autres comme Radegund, sa nièce, elle va être emmenée par Clotacar dans le royaume de Soissons. Mais faudrait savoir, je ne comprends pas. Je pensais qu'il n'y avait pas de prisonniers chez les Francs, qu'on ne gardait pas d'ennemis en comprend pour rien. À croire que pour avoir la paix et négocier cette reddition pacifique, Théodoric a dû faire une petite concession aux habitudes. Même si, heureusement pour tout le monde, la situation va vite trouver son dénouement heureux. Grégoire raconte qu'après la conclusion militaire de la campagne, Théodoric décide à son retour de Thuringe de rendre visite à son prisonnier de luxe, histoire de vérifier que tout se passe bien à Zulpich et que son hôte Ermanfrid est traité à hauteur de son rang, tout prisonnier de guerre qu'il est. Et alors que les deux anciens ennemis discutent tranquillement des hasards de la guerre et de la difficulté de gouverner un royaume, en se baladant tranquillement le long des remparts de la ville, un coup du sort improbable se produit. Une coïncidence vraiment étrange. Ermanfrid tombe malencontreusement du haut des murailles et se tue en s'écrasant au sol. Une fin totalement imprévisible qui interrompt cette fois pour de bon l'indépendance du royaume de Thuringe, annexé définitivement dans le Regnum Francorum avec la disparition de son dernier souverain. Énorme. Grégoire, fidèle à lui-même, tentera quand même un « personne ne sait qui l'a poussé ». Mais oui, vas-y, prends-nous pour des jambons, Grégoire. Les autres chroniqueurs plus tardifs comme Frédéguer ou le Liber Francorum ne vont pas hésiter une seconde pour leur part. Théodoric a obtenu ce qu'il voulait, puis s'est débarrassé du gêneur pour mettre une belle conquête à son actif. Comme papa. Coïncidence, ouais, mon œil. Rappelons-nous le surnom dont nous l'avons affublé. Théodoric le Fourbe. Maintenant, vous avez compris que ce n'est pas par hasard. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et rendez-vous au prochain épisode.